différents Ce passage-là, alors. Mais là, mais l'enregistrement avait été lancé, je crois. Non. Alors, je pense que c'est bon. Ouais, Oui. c'est bon. On peut continuer. Parfait, merci. Ouais. Désolé pour la coupure. Game pas ouvert. Ok. Donc, où en étais-je? Ouais, donc, qu'est-ce qui se passe avec le pétrole? Alors, on voit les conséquences. Il y a une espèce de... L'histoire voilà, cette explosion de la puissance humaine, on peut la voir, moi j'aime bien la présenter comme un écoulement, comme un ruisseau quoi, qui choisit naturellement le chemin de plus faible résistance. Et en fait, lorsque l'on regarde l'histoire de cette explosion de la puissance sous un angle physique, on s'aperçoit rapidement que la source d'énergie la plus commode, pour des raisons naturelles, dont l'humanité disposait, c'était le pétrole. C'est pas l'humanité qui a choisi le pétrole, ce sont les propriétés naturelles du pétrole qui se sont imposées à l'humanité comme étant les fruits, les outils permettant d'ouvrir cette pente de plus faible résistance de l'écoulement, de l'expansion de la puissance humaine. Quand on parle de puissance humaine, si effectivement on n'a pas complètement dormi en cours de physique, chimie au lycée, et puis pour ceux qui continuent une formation scientifique, lorsqu'on parle de puissance humaine, quand on parle en général, on emploie cette expression en économie en parlant de puissance économique, les grandes puissances, de puissance militaire ou de puissance politique, bien souvent on perd complètement de vue le lien littéral qu'il y a entre puissance, fût-elle humaine, et source d'énergie permettant d'effectuer cette puissance. Alors, j'aime bien présenter cette phrase-là que vous avez sous les yeux normalement, qui est inscrite à l'entrée du musée du pétrole de Daqing en Chine. Daqing est la ville en Mandchourie qui est l'épicentre de l'industrie pétrolière chinoise. Alors, on le sait peu, mais l'industrie, il n'y a pas que du charbon en Chine, il y a aussi beaucoup de pétrole. Et donc, il y a cette phrase qui est écrite, où vous retrouvez en fait la relation puissance-énergie. Donc, il est écrit à l'entrée de ce musée, le pétrole a une relation compacte avec la force politique, économique et militaire d'un pays. Effectivement, si vous remplacez dans cette phrase pétrole par énergie, je viens de le dire, le pétrole est par nature la source d'énergie la plus commode dont l'humanité a pu disposer. C'est beaucoup plus simple, le pétrole, à utiliser que du charbon et a fortiori que de l'uranium ou que de produire beaucoup de puissance à partir du vent ou du soleil. Donc, vous retrouvez cette relation entre énergie et puissance. Le pétrole, c'est-à-dire l'énergie, la forme d'énergie reine dont nous disposons, a une relation compacte avec la puissance, force politique, économique, militaire d'un pays. Et je vous ai mis à droite l'égalité qui définit la relation entre puissance et énergie. En fait, la puissance n'est que l'effectuation, la réalisation d'un potentiel énergétique sur le temps. 1 watt égale 1 joule par seconde. W égale J sur S. Voilà. Donc c'est très intéressant, c'est extrêmement, à mes yeux, fertile. J'ai écrit toute une histoire, c'est à partir de ce prisme-là que j'ai écrit mon histoire du pétrole. Dès que vous parlez de puissance humaine, il est intéressant de regarder où se trouve la source d'énergie, que ce soit des bras, que ce soit du pétrole, du charbon, du gaz naturel, des barrages hydroélectriques, des centrales nucléaires, que sais-je. En tout cas, dès que l'on parle d'effectuation d'une puissance humaine, qu'elle soit économique, politique, militaire ou autre, il est très intéressant de regarder où se situent les sources d'énergie adéquates qui ont permis d'effectuer sa puissance ou qui l'ont empêché. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, fondamental dans le renouvellement que propose, que nécessite, en fait, que réclame l'écologie politique dans ce qu'on appelle traditionnellement la politique. En fait,
à travers cette relation compacte entre puissance et énergie, vous retrouvez la notion suivante: il n'y a pas de solution de continuité, c'est-à-dire il n'y a pas de rupture entre l'expérience humaine, et l'expérience politique en particulier, et l'environnement dans lequel se situe, non seulement se situe, mais l'environnement qui permet de faire des choses ou qui empêche la réalisation de ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance. Vous pouvez avoir la volonté personnelle, la volonté intellectuelle de puissance la plus inextinguible, la plus irrépressible en idée, et d'être totalement privé de toute ressource adéquate en énergie matérielle pour effectuer cette puissance. Et c'est une notion que personnellement je trouve extrêmement fertile pour correctement poser en particulier les problèmes précisément de transition énergétique. Si l'on se rappelle que sortir du pétrole pour se préserver des conséquences de l'exploitation du pétrole, en particulier des énergies fossiles en général, c'est-à-dire l'effet de serre, c'est intéressant de remonter à la source, littéralement la source énergétique, qui est le pétrole, et dont les propriétés font que toute alternative au pétrole et au charbon et au gaz naturel dans une moindre mesure, toutes les alternatives ont pour point commun d'être plus compliquées techniquement. C'est bien pour ça qu'on n'est pas allé les chercher en premier. Plus compliquées techniquement, donc plus délicates économiquement, politiquement à mettre en œuvre. Et si vous ne vous mettez pas, lorsque vous posez des problèmes de transition énergétique ou des problèmes écologiques de manière générale, si vous ne vous commencez pas à instruire au bon niveau, c'est-à-dire au niveau des lois de la physis, de la nature, au niveau des lois physiques, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien aux problématiques des transitions énergétiques. Presque, j'ai une trentaine de slides là-dessus, mais je pourrais presque rester toute ma brève présentation là-dessus. Regardez, un exemple caractéristique, j'allais dire caricatural, que nous a offert l'histoire récente de la France. En 2015, le Parlement français, je crois à l'unanimité, non, l'unanimité c'était pour, j'ai dit une bêtise, c'était pour l'écotaxe. Mais en tout cas, le Parlement français a adopté une loi pour la croissance verte, qui comptait précisément justement sur le pouvoir de la volonté humaine en négligeant, en pensant que les lois humaines pouvaient être supérieures aux lois de la physique. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 2025, 50% nucléaire. On peut être pour, on peut être contre, il y a des raisons excellentes d'être anti-nucléaire, que moi je respecte profondément. Il y a quelques raisons, je crois, d'être pro-nucléaire. Mais quoi qu'il en soit, lorsque vous dites, le Parlement dit presque comme un voilà, l'emploi divin du pouvoir performatif de la parole, il y aura 50% de nucléaire en 2025, et que les techniciens, les hommes de l'art et les hommes et les femmes de l'art qui sont derrière, qui opèrent le système énergétique français, qui opèrent le système électrique français, disent « chef, c'est pas possible », et que effectivement, 1 an ou 2 ans après, s'impose le constat que c'est trop rapide, c'est trop court, c'est trop compliqué, et qu'on ne pourra pas le faire, parce que derrière, il y a une cascade de conséquences techniques et ensuite politiques qui n'ont pas été regardées, qu'on a refusé même de regarder, nommément en l'occurrence à la fois les contraintes industrielles que suppose en l'espace de 10 ans de changer profondément le système de production électrique français, qui est un système lourd, complexe. Ça, c'est la partie technique. Et au-dessus, la partie socio-politique, qui est de dire « Français, votre facture d'électricité, elle va augmenter très fort et très vite. » Et 2, il n'est pas sûr que vous puissiez échapper à des coupures électriques. Toutes ces choses-là n'ayant pas été regardées, eh bien, on se retrouve avec l'échec patent de ce qui devait être l'un des plus beaux, l'inauguration d'une grande période de politique, d'écologie politique en France. Cet échec est total, démonétise, décrédibilise tout le monde, le politique, le technicien, voire pire, le technocrate
qui disait avant c'est pas possible, qui a démontré pendant que c'était pas possible, et qui a redit après pour des raisons lui échappant complètement, qui tiennent aux lois de la physique et aux contraintes techniques industrielles, chef, c'est toujours pas possible. Voilà, ne pas se mettre en adéquation avec les lois de la physique, en adéquation, ne pas regarder les contraintes industrielles et techniques, parce que les problèmes qui sont posés sont d'abord, avant d'être des problèmes éthiques ou moraux, des problèmes qui doivent être instruits en termes techniques, c'est-à-dire physiques, c'est offrir une garantie totale d'un échec des politiques environnementales et des politiques de transition énergétique en particulier. Cette relation compacte, j'y reviens un petit peu. Allez, j'arrête de prêcher et puis je reviens à mon petit bonhomme de chemin. Cette relation compacte, vous pouvez la regarder. Alors là, j'ai pris cet exemple-là, j'aurais pu vous en prendre plein. GDP, c'est PIB, c'est le produit intérieur, c'est la production économique, c'est la croissance économique mondiale, plus exactement. Vous voyez que ça marche ensemble. Les marins disent deux conserves. Deux conserves souvent, mais la bonne expression originelle, c'est deux conserves. La conserve, c'est le navire ventru qui transporte les vivres et les pièces de rechange qui accompagnent les bateaux, les frégates qui explorent les côtes. Le PIB, c'est la pointe, c'est la frégate, et derrière, vous avez la conserve, le navire de ravitaillement qui transporte l'énergie. Vous voyez qu'il y a cette relation qui en fait est très étroite entre production énergétique et effectuation d'une puissance sous forme de puissance économique, en l'occurrence le PIB mondial. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Là, vous avez sur ces deux graphiques la croissance de la production mondiale de CO2 en haut, et en bas la concentration de CO2. Et vous voyez en bleu, là sur le graphe du haut, en fait, ce sont toutes les énergies fossiles. D'abord charbon, puis pétrole, puis gaz naturel, qui nous ont amenés jusque là où nous nous situons aujourd'hui. Bon, les éléments climatiques, je les passe rapidement. Là, vous avez l'évolution des températures moyennes de surface. Je vais vraiment passer très rapidement là-dessus. Je vais supposer que vous êtes malheureusement au courant de ce qui vous pendonnez tout autant, même davantage qu'à moi. Une planète, justement, les conséquences. On parlait de la source du problème. Les conséquences, c'est une planète potentiellement inhabitable pour une large partie de l'humanité dans une ou deux générations. Toujours dans le constat, eh ben, c'est dommage qu'on ne s'y soit pas pris un peu plus tôt. Là, vous avez la pente qu'il faudrait avoir de décroissance des émissions de CO2 si on s'y prend maintenant. Vous voyez que si on avait commencé les choses à la fin des années 90, c'est-à-dire lorsqu'a été signé le protocole de Kyoto, qui a été le premier accord international sur la réduction des gaz à effet de serre, eh bien, on était face à une pente pour arriver au même résultat, c'est-à-dire contenir le réchauffement en deçà de 2 degrés d'ici la fin du siècle par rapport au niveau pré-industriel. Eh bien, on avait une pente de décroissance des émissions qui était beaucoup plus douce à mettre en œuvre. Et là, on parle d'une décroissance de l'ordre de 5 à 10% par an. 5 à 10% par an, ça n'est jamais arrivé, sauf en temps de récession grave ou en temps de guerre. Précisément parce qu'il y a, en régime de croissance économique, cette relation compacte, jusqu'à présent, entre besoin d'énergie et puissance réalisée à travers l'économie. Et comme les énergies fossiles, je crois que c'est le graphe d'après, non, c'est ensuite. Comme les énergies fossiles, bon là vous avez la même chose, hein, vous avez cette décroissance dont je vous parlais. Si on fait maintenant, grosso modo, c'est 5% par an, si on fait dans 10 ans, c'est 10% par an. 5% par an, c'est extrêmement difficile et ça va supposer, de notre point de vue au Shift Project, de réinstituer de la planification, nécessairement. Vous n'arriverez pas à ça avec l'économie de marché. On pourra y revenir. Évidemment, je suis obligé d'aller un peu à la serpe pour tout ce que je vous raconte, mais on peut y revenir dans les questions. Et 10% par an, c'est game over. C'est 10% par an, justement, du point de vue de l'inertie des structures techniques qu'il faut faire évoluer profondément. 10% par an, c'est
vraisemblablement, déjà 5% par an, c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux, à la fois techniquement et du point de vue social, économique. 10% par an, c'est-à-dire la marge qu'on a si on s'y met au bout de 5 ans, hein, dans 5 ans. Ce graphique-là, on avait fait en 2018. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Malheureusement, le sentiment d'urgence face à ça est partagé par trop peu de concitoyens aujourd'hui. Et quand on regarde précisément, objectivement, en termes physiques, la dimension posée par le problème, on parle bien d'une décroissance mondiale des émissions de CO2 de 5 à 10% par an pour rester en deçà de la cote d'alerte d'un réchauffement de plus de 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Pour garder une planète vivable pour mes petits-enfants, pour vos enfants et pour tous ceux qui viennent après. Alors revenons sur cette, parce que c'est là-dessus que je voudrais m'attarder, cette relation, cette compacité, cette relation compacte entre énergie en général et énergie fossile en particulier et puissance économique. Là, vous avez sur ce graphique quelques éléments qui vous permettent de faire ce diagnostic-là, diagnostic de cette compacité. Alors d'abord, un truc qu'il faut savoir, c'est que 80%, malheureusement, 80% de l'énergie qu'on utilise dans le monde, ce sont encore ces énergies fossiles, carbonées et tarissables, que sont pétrole dans l'ordre d'importance, pétrole ici, charbon ici, pétrole ici, charbon ici, et gaz naturel. Sachant que le gaz naturel, comme vous le savez sans doute, ça n'est jamais que le petit frère du pétrole, hein, on parle de la même chose. Simplement, ce sont des hydrocarbures qui sont produits par Mère Nature de la même manière. Simplement, l'un à pression ambiante se trouve sous forme liquide, le pétrole, et l'autre, le gaz, les formes de gaz, dont le gaz naturel, se trouve précisément sous forme gazeuse. Et là, vous avez une autre vision de la compacité du lien entre PIB, un point de souris, là, c'est le graphique qui est en bas, entre production d'énergie et, à nouveau, production économique mondiale, ici, World GDP. Ça, c'est le PIB mondial. Okay, chaque point, ici, représente une année, de 1965 à 2017. On pourrait prolonger des deux côtés, d'ailleurs, ça ne changerait pas grand-chose. Effectivement, vous vous apercevez que vous avez une relation de proportionnalité presque intégrale entre, précisément, production d'énergie d'une part et puissance économique d'autre part. C'est-à-dire qu'il faut à peu près, depuis au moins 1965, et en fait on peut remonter plus loin dans le temps, simplement vous ne l'avez pas présenté sur ce graphique-là, pour faire la même quantité de production économique, vous avez besoin de la même quantité d'énergie, une quantité proportionnelle plus exactement. Vous avez ce que là en mathématiques on appelle une fonction affine, c'est-à-dire un taux de croissance constant, c'est-à-dire finalement, si vous commencez à avoir un peu des notions de macroéconomie, quelque chose de tout à fait anormal, lorsqu'on observe les phénomènes économiques, c'est-à-dire quelque chose de parfaitement régulier. Et en général, quand vous avez quelque chose de parfaitement régulier, c'est que la loi qu'il y a derrière n'est pas économique, elle est plus fondamentale que ça, à nouveau, elle est physique. Eh bien, si vous regardez effectivement les petites photos là, que je vous ai mis en haut à droite, qui évoquent effectivement une fonderie, enfin un haut fourneau, une usine automobile, un terminal pétrolier, un grand embouteillage, et je ne sais quoi encore, en bas à droite, je ne sais pas trop ce que c'est. Effectivement, plus vous voulez augmenter votre puissance économique, je le redis, plus il vous faut des ressources adéquates en énergie. La croissance économique, si on la regarde avec des lunettes de physicien plutôt que d'économiste, ça n'est jamais qu'un accroissement des transformations économiques. Transporter, produire, chauffer, refroidir. Toute transformation, et c'est même à la lettre ce que c'est que l'énergie, toute transformation implique un flux d'énergie. Et c'est même ça ce que c'est l'énergie. L'énergie, c'est la capacité d'une chose à changer physiquement l'état d'autres choses autour d'elle. Donc, dès que vous avez un accroissement des transformations économiques, mesurées par exemple par le PIB, mais on peut aussi bien, comme vous le voyez ici,
non pas les mesurer en dollars, mais les mesurer en joules, dès que vous avez un accroissement des transformations économiques, vous avez nécessairement, quelque part, a priori, un accroissement des besoins énergétiques. Voilà. Et c'est bien tout le problème, et c'est bien pour ça que probablement ce que l'on appelle croissance verte est une vue de l'esprit, en première analyse, et même en seconde, si on approfondit un petit peu, j'espère que j'aurai le temps. Vous nous donnez jusqu'à quelle heure là pour causer, jusqu'à encore 10 minutes? Oui, prenez le temps que vous souhaitez et puis Ok. les questions en répondre. Alors je vais, ok. J'évoque un petit peu là, comme ça, je vais pas pouvoir faire beaucoup plus qu'évoquer un certain nombre d'aspects de ça. Je disais que voilà, il y a cette relation compacte aussi dans les affaires humaines entre puissance et énergie. Alors cette relation compacte, elle se voit malheureusement très clairement dans la guerre. Elle se voit en temps de paix, je viens de vous le montrer avec les relations entre le PIB mondial de 65 donc il n'y a pas eu de seconde guerre, il n'y a pas eu de troisième guerre mondiale jusqu'à présent, de 65 jusqu'à 97, vous voyez, il y a eu plein de guerres, mais il n'y a pas eu de nouvelle guerre mondiale. Mais on la voit très bien, cette compacité, dans les deux guerres mondiales. Alors, effectivement, l'artillerie blindée mobile a joué un rôle très important pour rompre la guerre de tranchées. Donc, vous avez Lord Curzon, qui était un des grands géostratèges britanniques, qui a dit, on pourrait presque dire, juste au lendemain de la guerre, en novembre 1818, on pourrait presque dire que la cause des Alliés a flotté jusqu'à la victoire sur une vague de pétrole. Vous voyez, cette puissance qui a permis de changer un état de fait. En temps de paix, dans la décennie suivante, Calvin Coolidge, qui est le président ce qu'on appelle aux États-Unis des Roaring Twenties, des années 20 rugissantes, il a dit « Il est probable que la suprématie des nations puisse être déterminée par la possession du pétrole. » Intéressant comme phrase. Surtout de la part du président de la grande puissance, de la superpuissance même du XXe siècle, qui a été très longtemps premier producteur mondial de pétrole. Premier producteur mondial, c'est-à-dire d'énergie, égale, ou implique, plus exactement, première puissance mondiale. Vous ne pouvez pas, et c'est ce qu'on va voir après, il est difficile de prétendre devenir une superpuissance et dominer, grâce à cette puissance, toute l'humanité, si vous n'avez pas de ressources adéquates en énergie. De fait, l'Allemagne nazie avait beaucoup de charbon, mais pour des raisons naturelles, le charbon, c'est beaucoup moins commode et donc moins puissant que le pétrole. Elle avait également la meilleure industrie chimique du monde, donc elle avait les meilleurs esprits, elle avait la meilleure la capacité à effectuer cette volonté de puissance intellectuelle, puisque à l'époque, dans les années 20, dans les années 30, les meilleurs chimistes, en fait, l'Allemagne trustait les prix Nobel de physique-chimie. Elle n'était pas la seule, mais en tout cas, on peut dire qu'elle avait l'industrie chimique la plus performante du monde. Elle était notamment capable de produire du carburant liquide à partir de charbon, de gazéification de charbon. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il faut, avec une usine de liquéfaction de charbon, il faut 10 fois plus d'acier pour produire la même quantité de carburant liquide que face à un puits de pétrole de Texas ou de l'Oklahoma qui vous fournit tout de suite, qui vous offre quasiment tout de suite cette source d'énergie. Donc effectivement, le but de Stalingrad, cette bataille emblématique, cette bataille pivot même de la Seconde Guerre mondiale, avait pour but de mettre la main sur la plus belle source de pétrole sur le continent eurasiatique à l'époque, qui était le pétrole de Bakou, le pétrole de la Caspienne. Stalingrad, c'est sur le chemin de Bakou. Bon, j'avance rapidement. Ouais, si on peut quand même dire ça rapidement. On peut dire, sans se tromper, que la colonne vertébrale de l'ordre économique de la seconde moitié du XXe siècle, c'est l'alliance fondée au lendemain d'Yalta, entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Ici, vous avez Roosevelt et le fondateur de l'Arabie saoudite, Ibn Saoud, qui a donné le nom à son pays. L'Arabie saoudite, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, dispose des plus vastes réserves mondiales de pétrole conventionnel. Donc, ils sont de fait ce royaume de bédouins arriérés à l'époque, sans jugement de valeur,
si on compare au développement d'autres sociétés, objectivement, s'est trouvé, par les hasards de la nature, disposer du plus vaste stock d'énergie, donc de puissance potentielle de la Terre. Et l'alliance entre la plus grande puissance économique mondiale, les États-Unis, et le dépositaire des plus vastes ressources en énergie du monde est tout sauf un hasard. Et effectivement, notamment, le plan Marshall, que vous connaissez, a consisté, en pratique, du point de vue de l'énergie, à permettre aux États-Unis de garder leurs sources de pétrole pour leur économie. Elle était extrêmement vorace. Elle est d'ailleurs très rapidement devenue, bien qu'étant première productrice mondiale de pétrole, première importatrice également de pétrole, puisque ça c'est le problème de la croissance, c'est que si vous avez beaucoup d'énergie, vous avez besoin, si vous voulez continuer à croître, de trouver d'autres stocks d'énergie. À un moment donné, même la production pétrolière américaine, qui était la première du monde, ne suffisait plus à effectuer la puissance américaine, donc il aura fallu importer beaucoup de pétrole. Et le plan Marshall consiste donc à permettre aux États-Unis de garder le pétrole pour eux et de brancher le pétrole arabe, et en particulier le pétrole saoudien, sur l'Europe, d'une part, et le Japon, d'autre part, dont on a vu en creux à travers l'image de Stalingrad, là, que il se trouve que ce sont deux puissances du charbon qui n'ont pas, très peu, ou insuffisamment, de pétrole. Ça aussi, c'est une toile de fond nécessairement qui n'est pas facile de balayer lorsque l'on envisage, quand on est l'Europe, en particulier, de sortir du pétrole. L'Europe se pose en champion du climat et n'en demeure pas moins aujourd'hui premier importateur mondial de pétrole avec la Chine. Autre vision de cette relation compacte, alors cette fois non plus à travers uniquement, et là on va revenir et peut-être boucler là-dessus, parce que je n'aurai pas le temps d'aller beaucoup plus loin, plus intéressant de prendre les questions, je pense. Autre vision de cette compacité entre énergie et puissance, et ça me permet de vous montrer le problème que pose la notion même de croissance verte. Alors tout à l'heure, je vous ai montré, j'y reviens rapidement, attention pour les yeux, ça va faire un peu stromboscope, pardon. J'y reviens, ce graphique-là, là. Ce graphique, il dit énergie en X, PIB en Y. Okay, on voit qu'il y a une relation qui ressemble fortement à une relation proportionnelle. Cette fois, là, sur le graphique, qui est un peu plus compliqué à lire que je vous montre là, vous avez toujours le PIB en ordonnée, ici, en Y. Je ne vois plus ma petite souris. Elle est toujours coquine, elle disparaît. Donc ici, World GDP, donc c'est la production économique mondiale. Et cette fois, en X, vous n'avez plus, ce n'est plus la production mondiale, la production totale d'énergie, mais simplement celle de pétrole. Et ici, World Crude Oil Supply, production mondiale de pétrole. À nouveau, chaque point est une année. Alors, on remonte un peu plus dans le temps, 1950. Et vous voyez, vous retrouvez ici clairement un régime de proportionnalité. Chaque point supplémentaire de PIB réclame une quantité identique ou très proche de pétrole. D'accord ? De 1950 à 1973. Ici, il y a du tumulte, il y a de la turbulence qu'on appelle en économie. Cette turbulence, ça s'appelle tout simplement les chocs pétroliers. 73, 79. Si vous avez fait un peu d'histoire économique, vous savez que 1973 est un moment de bascule, un moment extrêmement important dans l'histoire économique récente, puisque c'est la naissance du chômage de masse en Occident, c'est le début d'un certain déclin industriel de l'Occident, c'est le début des dettes souveraines aussi, toujours dans les vieilles puissances industrielles. Mais on perd de vue, on parle d'un choc pétrolier, mais on perd de vue, vraiment, c'est pas de la blague, c'était une histoire de pétrole. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais il se passe quelque chose dans la capacité à accéder au pétrole. En gros, on approche, d'ailleurs le rapport du Club de Rome a été publié en 1972, on découvre les premiers signes des limites physiques à la croissance, en l'espèce, les limites des capacités à accéder à des sources supplémentaires de pétrole. À partir de 1973, on est obligé de mettre en production des pétroles
beaucoup plus compliqués que les pétroles que vous voyez peut-être dans There Will Be Blood ou vous voyez dans Tintin en Amérique, c'est-à-dire ces puits, ces images d'Épinal de puits de pétrole qui jaillissent comme ça de leur propre pression. Non, à partir de 73, on va chercher le pétrole en Alaska, un endroit compliqué pour l'industriel. On commence à produire le pétrole de la mer du Nord, une mer tempétueuse, c'est la première grande zone pétrolifère au large. Voilà, on va chercher des pétroles compliqués. Voilà, donc on commence à toucher des limites dans l'accès justement aux sources d'énergie pour effectuer la puissance économique. Okay, et au sortir de ces deux chocs pétroliers, vous retrouvez là, chaque point est à nouveau une année, 1983, 2019, et vous avez quoi? Vous avez un second régime de proportionnalité. Un second régime de proportionnalité, très, très symptomatique. En fait, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez toujours la pointe de ma souris qui disparaît, donc je ne peux pas vous montrer les trucs que je voudrais vous montrer. Elle est là, la coquille. Non, elle n'est toujours pas là. Bon, bref. Ici, chaque point est une année. Et en fait, qu'est-ce que ça vous dit, ce graphique? Tout simplement, c'est qu'il s'est passé une transition énergétique entre les deux, au sens où il faut un peu moins de pétrole pour obtenir un point de croissance supplémentaire. Vous voyez, il faut un peu moins aller par là pour aller par là. Vous voyez, il faut un peu moins aller à droite pour aller vers le haut. Okay, ça veut dire qu'il faut un peu moins de pétrole pour faire un point de croissance supplémentaire. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Malheureusement, il s'est passé la seule et unique véritable croissance, seule et véritable transition énergétique, disons, vue de l'espace, visible de l'espace, si on veut dire, à la lettre, puisque en fait, on a arrêté tout simplement d'utiliser du pétrole, on a arrêté les usages les plus dispendieux du pétrole. En particulier, on a arrêté de faire de l'électricité avec du pétrole. Jusqu'au choc pétrolier de 73 en France, et c'est bien pour ça qu'on a démarré le parc électronucléaire, on produisait grosso modo un tiers de l'électricité avec du fuel, c'est-à-dire avec du pétrole lourd. On a arrêté ça. Grosso modo, l'humanité a arrêté de faire de l'électricité avec du fuel. Alors, en remplacement, je l'ai dit, on a lancé le nucléaire, mais on a surtout lancé du gaz. En fait, la plus grosse transition énergétique qui soit advenue au moins depuis 1945, ça a été de limiter les usages les plus dispendieux du pétrole pour les remplacer un peu par du nucléaire et surtout à l'échelle mondiale, beaucoup par du gaz naturel. Voilà. Ça, c'est une transition énergétique visible réellement à l'échelle globale. Et puis, je finis là-dessus, la croissance verte. Qu'est-ce que ça veut dire, la croissance verte? Ça veut dire faire plus avec moins. Donc, ça veut dire, effectivement, vous avez ici là, les trois courbes verte, rouge et bleu, ce qui correspondent aux trois scénarios de référence de l'Agence internationale de l'énergie. L'Agence internationale de l'énergie, qui est une émanation de l'OCDE, dont le siège est à Paris, et qui donne un peu comme ça le cap pour les pays mondiaux de ce que ça pourrait être la transition énergétique. Et bien là, en fait, vous avez représenté quelque chose, c'est-à-dire plus de croissance avec moins de pétrole, c'est-à-dire plus d'effectuation d'une puissance économique avec moins de la source principale d'énergie qui nous a permis d'arriver jusqu'ici, eh bien en fait, ici, là, vous avez peut-être, malheureusement, une vue de l'esprit. Il est très difficile d'imaginer faire plus de croissance économique avec moins de pétrole. Et alternativement, il est très difficile aussi, on peut y revenir dans les questions, mais je vais m'arrêter là, faire également plus de croissance économique avec des formes décarbonées, avec des formes alternatives non carbonées d'énergie, pour la bonne et simple raison, qui est la première chose que je vous ai dite, c'est que le pétrole étant la source d'énergie, la source de puissance, c'est-à-dire la plus commode qu'on avait sous la main, toutes les alternatives sont techniquement plus compliquées à mettre en œuvre, qu'on préfère les éoliennes aux centrales nucléaires ou l'inverse, les deux, c'est plus compliqué, pour des raisons différentes. Les deux, c'est techniquement plus compliqué, donc plus difficile à déployer à grande échelle. Donc, voilà, si je dois résumer ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que pour ceux qui ont une culture scientifique, eh bien, c'est très bien, entretenez-la. Et pour ceux qui ont un tout petit peu dormi en cours de sciences, parce qu'ils disaient que de toute façon, ils allaient faire Sciences Po et la politique, ce n'est pas de la physique, eh bien, détrompez-vous.
En tout cas, si vous vous intéressez à la transition écologique et à la transition énergétique en particulier, il est fondamental, à la lettre, fondamental de vous rappeler 2-3 notions de physique de base, puisque en fait les problèmes de transition énergétique, tous, et je pense c'est la même chose pour tous les problèmes écologiques au sens large, sont d'abord des problèmes physiques, ensuite, par conséquent, des problèmes techniques, puisque si vous regardez bien en dehors de ce qui se passe dans notre fort intérieur, le seul médium concret qu'il y a entre nous et la nature, ça s'appelle les systèmes techniques. À part, je parle bien en tant que société. Hein. En tant qu'individu, on peut enlacer un arbre, on peut faire beaucoup de choses pour communier avec la nature. Mais d'un point de vue socio-économique, le seul médium, il n'y en a pas d'autre concret entre nous et la nature, ce sont nos systèmes techniques. Système agricole, système de production énergétique, système de transport, etc., etc. Donc, si vous voulez vous intéresser à la transition énergétique, regardez, chaussez des lunettes qui sont d'abord des lunettes physiques, c'est-à-dire regardez le problème d'abord dans sa dimension technique, d'abord dans sa dimension physique, ensuite dans sa dimension technique, et ensuite seulement, une fois que vous aurez bien compris comment se pose l'équation, là et là seulement, confrontez vos opinions à ce que vous disent les lois de la physique et la technique pour vous faire précisément une opinion. Mais le drame aujourd'hui de l'écologie politique, et je pense qu'il y a des pierres dans les jardins à mettre de toutes les idéologies, et malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, du côté des écologistes, il y a un refus partiel ou complet de confronter ces opinions à ce que dit la physique. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, en France, nous, on est plutôt pas anti-nucléaire. Voilà, je finis sur cette ouverture. Sachant que le nucléaire, on va y revenir sûrement, est loin de pouvoir épuiser à lui tout seul le problème. C'est juste simplement que l'équation semble, en France, de la sortie des énergies fossiles, plus facile à résoudre avec que sans. Ça, je pense que c'est difficile d'argumenter autre chose. Hic et nunc. C'est dans la société de maintenant où nous ne sommes pas encore tous des décroissants vivant d'amour et d'eau fraîche sous une yourte. Ce qui serait très bien, hein, mais ce n'est pas la société française telle qu'elle est aujourd'hui. Alors en fait, si on veut garder, je ne pense pas, la plaisanterie des Khmers verts, je ne crois pas trop, moi, des Khmers verts, je ne vois pas trop Nicolas Hulot ou Pol Pot, j'y crois moyen. Peut-être que ça serait très bien, il faudrait peut-être réinventer des Staline ou des gens comme ça avec la conviction comme le communisme a su en produire. Bon, je plaisante, bien sûr. Voilà, j'ai terminé. Super. Merci pour votre intervention. Du coup, on va prendre des questions. N'hésitez pas à écrire sur le chat ou sur le petit onglet questions-réponses. Moi, pour commencer, j'ai une première question. C'est sur comment réencastrer l'économie en fait, dans les lois de la physique, comme vous l'avez expliqué. Et est-ce que ce passage donc, d'une économie purement déconnectée de la physique, des enjeux environnementaux, est-ce qu'il peut se faire par une planification de notre économie? Alors, comment arriver à repenser l'économie? Ouais. Au résultat, vous l'avez compris, un nouveau shift. D'ailleurs, on est en train de préparer une ébauche, un plan de transformation de l'économie française, puisque le problème est urgent. Hein, ça aurait été peut-être plus facile de faire ça en souplesse dans un mode business as usual si on s'y était pris il y a une génération. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, l'urgence est telle et l'inertie des grands systèmes techniques qui sont les organes vitaux de la société, cette inertie est telle que nous, on pense assez vite qu'on ne peut pas s'en sortir sans réinstituer des formes mises à jour, mises au jour, mises à l'heure des problèmes de maintenant, qui se posent de manière différente, mais des formes de planification. Ouais. Et pour répondre à la première partie de votre question, moi, je résume le problème comme ça. L'écologie politique, alors ça a été laborieux, hein, ça a pris une génération, a réussi à ce qu'il soit légitime, pas toujours à bon escient, mais qu'il soit légitime de parler au nom de la nature dans le débat politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, légitimement ou pas, qui parlent au nom de la nature dans le débat politique. Ce n'était pas du tout évident lorsque j'avais votre âge.
qu'on puisse parler, de dire non, il faut tenir compte de ce qui se passe pour nos massifs forestiers, ce qui passe pour la vie, la microbiologie des sols, etc. Moi, à mon époque, à l'époque où j'étais étudiant comme vous, voilà, il y avait encore beaucoup de chemin à faire. Ce chemin est fait et on parle. Qu'est-ce qu'on fait quand on parle au nom de la nature? On parle au nom d'une partie, encore une fois, à bon ou mauvais escient, hein. On parle au nom d'une partie du savoir scientifique, et notamment, par excellence, la climatologie. Les climatologues, la nature, à travers la climatologie, parle d'une voix très forte, et c'est très heureux, dans le débat politique. Ce qui manque pour moi aujourd'hui, fondamentalement, c'est ce que je vous ai dit, vous l'avez sans doute déjà deviné, c'est que personne ne parle au nom de la technique. Personne n'a la légitimité, ou même, on n'entend pas la nécessité de parler au nom de la technique. Ce qui revient au même, hein, c'est encore parler au nom des lois de la nature. Simplement, au lieu de parler d'un environnement, qui est déjà une abstraction, il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas nous et la nature, il n'y a pas de solution de continuité. Mais en tout cas, l'écologie politique, justement, elle a tendance à perpétuer cette illusion qu'il y a nous à côté ou au-dessus ou en dessous, mais en tout cas nous et la nature. Et le problème, c'est que justement, l'interface, le médium concret entre les deux, eh bien, il n'a pas droit de citer à la lettre, pour l'instant, à mes yeux, largement dans. C'est-à-dire que, je vous reprends l'exemple de la loi de 2015, que j'ai décortiqué, dont la genèse, enfin, moi j'ai observé de près, je faisais déjà du lobbying à l'époque. Ça a été un parti pris de la part du Parti socialiste et de Ségolène Royal de ne pas faire une étude de faisabilité. Vous vous rendez compte l'ineptie? Enfin, c'est criminel, en fait. C'est-à-dire que c'est criminel, à divers titres, mais c'est un crime contre l'intelligence, surtout au pays de Descartes. De dire, oulala, je sais que ça va pas être. Je sais qu'en fait, je suis en train de vendre un symbole. Et je vais surtout pas regarder si ce symbole correspond à ce que, en substance, concrètement, on peut faire. Ce qui fait pourrir sur pied, pour moi, l'écologie politique, c'est ça. C'est ce refus d'obstacle. Évidemment, le problème est compliqué. Évidemment, il y a des perdants dans l'histoire. Évidemment, c'est pas il y a qu'à Foucault. Moi aussi, moi, j'adorerais qu'il puisse y avoir des repas gratuits. Vous voyez, le fameux on rase gratis. En fait, on est en train de perpétuer en écologie politique cette tarte à la crème du on rase gratis. Demain, on rase gratis. Vous savez, c'est comme ça qu'on. Et pourtant, je finis là-dessus, pourtant, ces sociétés agrestes, ces sociétés rurales sur lesquelles beaucoup d'écologistes, voilà, dont beaucoup d'écologistes rêvent qu'on puisse récupérer, redonner vie à l'éthique, aux leçons. Qu'est-ce que c'était le débat politique sur la place du village pendant des siècles? C'était un débat qui était strictement technique. On ne parlait pas des mœurs, on ne parlait pas de mariage homosexuel, ou qui on foutait les émaux à la porte. Mais ce que je veux dire, c'est que on parlait sur la place du village, dans ces sociétés agrestes 100% ENR, 100% renouvelables, on parlait de quand moissonner, comment donner l'accès au commun, comment arriver à faire que ces cultures en terrasse soient correctement entretenues. Autrement dit, on avait un débat, certes purement agricole, mais un débat fondamentalement technique, et hautement technique en plus, hautement subtil et technique. Et c'est pour moi, c'est ce qui manque, et c'est ce qu'il faudrait instituer d'urgence. Et il se trouve qu'en France, on a pas mal d'outils pour ça. Quoi qu'on en dise, on a cette culture cartésienne. On est le pays des Lumières, mais il faut penser à changer l'ampoule. Et, Pas rien, ma blague. et au niveau de Merci. de la contraction énergétique, donc avec le pétrole, est-ce qu'on a des filets de sécurité? Comment est-ce que nous, on l'aborde en Europe, ce pic pétrolier?
Ah, le pic pétrolier, j'en ai même pas dit un seul mot. Donc, je vais en dire 2 mots. Et du coup, je mets le graphique afférent là, qui donne un aspect du problème. Alors, le pic pétrolier, peut-être que tout le monde n'est pas au courant du problème, parce que c'est un problème dont on parle très très peu. On en parle très peu parce que les données sur les réserves pétrolières, parce que c'est de ça dont il s'agit, sont très difficiles sont très chères. En fait. L'état des réserves mondiales de pétrole, contrairement à l'état du climat, c'est quelque chose auxquels ont accès fondamentalement les pétroliers et qui payent très cher pour avoir accès à ces données. Alors en fait, le problème, il est simple. Il est beaucoup plus simple que le problème du climat, beaucoup plus simple à comprendre que le problème de l'effet de serre. C'est que un stock fini, par exemple celui des réserves mondiales de pétrole, eh bien, tôt ou tard, il finit par s'épuiser. Ça, c'est une question qui est posée depuis très longtemps, mais qui est difficile à instruire pour la raison que je viens de dire. Alors, je n'ai pas le temps de m'étendre beaucoup, mais il se trouve que l'Europe en particulier, dont j'ai dit qu'elle est la première importatrice mondiale de pétrole, avec la Chine, on importe grosso modo, en fait, maintenant avec le Brexit, on importe quasiment 100% du pétrole qu'on consomme en Europe. D'accord. Je dis maintenant avec le Brexit, puisque le Royaume-Uni dispose avec la Norvège du pétrole de la mer du Nord. C'est un pétrole qui est en déclin. Pourquoi est-ce qu'il est en déclin, ce pétrole de la mer du Nord? C'est parce que on a pompé plus de la moitié du pétrole disponible, récupérable en mer du Nord. Quand vous avez pompé plus de la moitié d'une réserve finie, qu'il s'agisse d'un puits de pétrole ou de votre tube de dentifrice, les tubes de dentifrice, vous pouvez en racheter indéfiniment, mais les stocks de pétrole, eux, ils sont absolument finis. Eh bien, quand vous avez consommé plus de la moitié d'un stock fini, la production, nécessairement, va décroître. C'est à nouveau une loi physique tout à fait triviale, d'ailleurs, hein, tout à fait qu'un enfant de 4 ans peut comprendre, qui consiste à dire, selon la palissade, dont j'use et j'abuse malheureusement depuis que j'explique ces problèmes-là, c'est que plus vite vous videz un verre d'eau, ou de quoi que ce soit, ou de pétrole, plus vite il est vide. Voilà. Et l'Europe, première importatrice mondiale d'énergie, est entourée par des zones pétrolifères qui sont en déclin. La mer du Nord est un cas d'école. La mer du Nord a perdu plus de la moitié de sa production depuis un pic franchi en l'an 2000, sachant que la mer du Nord, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si je l'ai évoqué, c'est pas vieux, hein, ça a été mis en production après 73. C'est tout récent, hein, c'est tout récent. L'Arabie Saoudite, on produit du pétrole depuis les années 30. La Russie, on produit du pétrole depuis les années 20. Donc nous, notre stock, je veux dire nous autres Européens ou habitants de l'Europe, notre stock de pétrole, on l'a épuisé très très vite. C'est-à-dire on a tous pris les grosses pailles et on a tous pompé dessus. Ce pétrole-là est en déclin. Le pétrole de l'Algérie, la production algérienne est en déclin. Et si vous suivez ce qui se passe dans la société algérienne, ou si vous avez des amis algériens, posez-leur la question. En général, les Algériens savent très bien de quoi ils retournent sur ce sujet. La production de la Sonatrach, la compagnie nationale algérienne, et vous retrouvez ce lien compact, qui est le pilier fondamental du régime algérien, c'est-à-dire sa source de devises. La production de la Sonatrach, de pétrole et de gaz, a franchi son pic de production. Et à nouveau, si vous avez des amis algériens, posez-leur la question. Ce que ça veut dire pour l'Algérien de la rue, c'est très concret. C'est très concret. Ça veut dire que le régime, l'épouvantable régime des militaires, n'a plus de quoi acheter la paix sociale. Okay. Donc, si vous voulez, bon, je résume, mais là, vous avez sur ce graphique, en fait, les sources d'approvisionnement pétrolière de l'Europe par pays d'origine. Donc, tout ce qui est en rouge, là, une source de référence en la matière qui s'appelle Rystad Energy nous dit que tout ce qui est là va décliner pour des raisons géologiques, rien à voir avec le climat, rien à voir avec les politiques climatiques. Géologiquement, la Russie, le Kazakhstan, le Nigeria, l'Azerbaïdjan, l'Algérie, l'Angola, etc., plus de la moitié des sources actuelles d'approvisionnement en pétrole de l'Europe est appelée à décliner, et pas qu'un peu, si vous regardez un peu les pourcentages qui sont inscrits ici, pour certains, d'ici à 2030. Donc là, pour poser la question, pour répondre à votre question directement, ça veut dire, des risques potentiels sur les approvisionnements pétroliers de l'Europe si on ne sort pas du pétrole, au nom du climat.
C'est pour ça que je dis que ce problème du pic pétrolier est une voiture balai. Si vous connaissez cette image-là, le Tour de France, hein, vous savez, dans le Tour de France, dans l'ascension de l'Alpe d'Huez, eh bien, les coureurs qui abandonnent, ils sont ramassés par une voiture balai. Donc le pic pétrolier, c'est la voiture de balai des politiques climatiques. Voilà, tout simplement. Et en particulier pour l'Europe qui est en première ligne, parce qu'on est les premiers importateurs mondiaux de pétrole et on s'approvisionne majoritairement auprès de pays en déclin. Donc, M. Poutine, le déclin de sa production, c'est quelque chose qui doit venir de très loin, nécessairement. Le fait que la production de l'Algérie ou du Nigeria soit appelée à décliner, ça pose des problèmes, certes, pour les approvisionnements européens à nous, mais ça pose peut-être et avant tout des problèmes pour la stabilité de l'Afrique, hein, puisque tout comme dans le cas de l'Algérie, dans le cas du Nigeria, le pétrole est la base du régime, la base de la stabilité du régime. Voilà. Donc, à nouveau, vous retrouvez une approche prudentielle, malheureusement beaucoup moins débattue, mais qui est convergente, si vous voulez, avec la problématique du climat. C'est-à-dire que le diagnostic, les causes de la maladie sont les mêmes, c'est-à-dire cette soif de brut irraisonnée, cette soif de pétrole brut irraisonnée. Donc la maladie, l'origine de la maladie est la même, les symptômes sont différents. Dans l'un cas, c'est le réchauffement climatique. Dans l'autre cas, c'est la perspective peu ou prou d'un monde à la Mad Max, où on se bat à la lettre, et je peux terminer là-dessus. Et la thérapie est la même. La thérapie est la même. La thérapie, c'est de s'organiser urgemment pour faire fonctionner nos grands organes vitaux de notre société, nos grands organes techniques, agricoles, alimentaires, industriels, de transport, ce que vous voulez. Et tout ce qui en dépend, la santé, la culture, tout, l'administration publique. C'est réorganiser tout ça de façon à ce que ça soit beaucoup plus sobre en énergie. Non pas les gens. L'idée, c'est pas de demander aux gens qui n'ont pas grand-chose de se serrer la ceinture. L'idée, c'est d'organiser, parce que ça ne passera pas. L'idée, c'est de réorganiser les systèmes techniques de façon à ce qu'ils soient plus économes. Ça veut dire se déplacer différemment, ça veut dire bouffer différemment, etc. etc. Et la bonne nouvelle, c'est que d'une part, il y a deux bonnes nouvelles là-dedans. C'est que d'une part, j'ai l'impression qu'il y a une intuition de ça dans la société, déjà, largement, en particulier chez vous, et ça, c'est tant mieux chez vous les jeunes. Et ça, c'est super. C'est vraiment la bonne nouvelle, très très bonne nouvelle, bien qu'on soit très 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 loin du consensus, il ne faut pas être naïf, évidemment. En tout cas, il y a quand même des ferments qui sont intéressants. Et surtout, l'autre bonne nouvelle dans cette tragédie, c'est son caractère largement objectivable. Et j'y reviens. Tout ce dont on parle ici, c'est des affaires de tonnes, de joules, de gens, et pas des dimensions qui deviennent de plus en plus symboliques, comme l'argent, la monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire la monnaie aujourd'hui? Lorsqu'on a des taux d'intérêt négatifs, lorsqu'on crée la monnaie comme ça en appuyant sur la touche Enter du clavier d'un ordinateur de banquier central. Voilà. Donc il faut regarder les choses concrètement et ça se passera bien. Mais c'est la tragédie de notre temps. Je pense qu'on a un danger mortel avec ça, en particulier nous, Européens. Alors, merci pour cette réponse. On a eu deux questions dans la section questions-réponses. La première, c'est pourquoi le débat politique n'est pas technique aujourd'hui? Est-ce que c'est dû au fait que les politiques ne sont pas tous des techniciens? Pas du tout techniciens. Ouais, c'est une partie de la réponse, hein. Les deux catégories socio-professionnelles qui animent ce débat, les politiques et les journalistes, et je suis bien placé pour le savoir, ont en général, on va dire, une culture scientifique médiocre. Mais c'est même pas une excuse, parce que les cours du soir, ça existe. Puis c'est pas si compliqué que ça. Je veux dire, quand on est capable de se s'ingurgiter du droit public ou de comprendre la CSG ou la fiscalité de manière générale, à côté, la loi des gaz parfaits, franchement, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Il n'y a pas une activité intellectuelle plus austère et plus dure, et j'y ai goûté brièvement, parce que vraiment, ce n'était pas ma tasse de thé, que le droit public. C'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Notamment, c'est compliqué parce que c'est complètement virtuel. La physique, la technique, c'est toujours des choses voilà, tangibles. On peut se rapporter à quelque chose de concret.
Donc, c'est une mauvaise excuse. Je pense que le problème fondamental. Alors, c'est vrai que les journalistes et les politiques sont nuls en sciences. Ça, mais bon, c'est un peu la faute à Sciences Po. Ce serait intéressant que Sciences Po, qui est l'usine à fabrication de journalistes et de politiciens, se mettent à juste saupoudrer un petit peu. D'ailleurs, le Shift Project a tout un projet là-dessus. Et on va continuer. Justement, il faut qu'on ait tous. Le problème est d'abord un problème technique. Donc, il faut qu'on ait tous, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit ouvrier, peu importe. Ce n'est pas que un problème qui concerne les ingénieurs. Certes, les ingénieurs vont être nos médecins. Il faudra choisir les bons. Il faudra choisir la bonne école de médecine. Mais les chirurgiens de cette histoire-là, ça va être les ingénieurs. Mais autour de tout ça, il va falloir quand même qu'on comprenne le diagnostic et qu'on choisisse en bonne intelligence la thérapie. Et j'utilise à dessein la métaphore avec les problématiques sanitaires qui nous tracassent tous quotidiennement en ce moment. C'est la même chose. En fait, on parle de la même chose. On parle de se prémunir d'une maladie, et de trouver une voie thérapeutique. Et le problème, en fait, dans cette thérapie, c'est la deuxième partie de la réponse à votre question, c'est que, alors, donc, je l'ai dit, quand on a fait Sciences Po, malheureusement, on a tendance un tout petit peu trop à regarder les problèmes dans leur dimension symbolique avant de regarder leur dimension substantielle, foncière. Ça, c'est un travers qui peut se corriger. Mais il y a un truc qui est plus pernicieux et plus compliqué, c'est que la politique n'aime pas nommer les perdants. Or, dans cette histoire, il y a des perdants. Et c'est précisément d'eux dont il faut s'occuper en premier. Donc, je me suis attardé sur l'exemple de la loi de 2015 pour la croissance verte. On peut parler longuement des gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça a été une démonstration, c'est de la justice immanente, quelque part. On te dit, homme économique rationnel, je vais t'augmenter le prix de l'essence, tu vas t'acheter une Prius, et ou tu vas déménager, ou tu vas monter sur un vélo. Non. L'homme économique rationnel, il se dit, vous foutez de ma gueule, comment je fais? Comment je fais? L'homme économique rationnel, il met un vêtement, bienvoyant, et il va cramer des palettes à un endroit où on le voit bien. C'est ça, être rationnel. En fait, vous trouvez dans la politique de la taxe carbone l'ineptie, l'approche complètement rudimentaire, inepte, en fait, des politiques climatiques. C'est-à-dire que on a confondu, et ça a été quelque chose, voilà, avalisé par tout le Parlement, avec tous les médias derrière qui disent ouais, taxe carbone, on y va. En fait, vous confondez un outil thérapeutique avec la thérapie. Vous confondez un médicament avec l'instruction d'une méthode thérapeutique. Ou autrement dit, vous confondez un outil avec le plan de montage. Et pourquoi on fait ça? Pas juste par courte vue d'énarque du front. C'est pas juste ça. Le problème, il est plus profond que ça. Quand vous faites une taxe, vous nommez pas les perdants. Enfin, vous les nommez pas tout de suite. Ils finissent par se reconnaître d'eux-mêmes. C'est ça le problème. Et quand ils se reconnaissent, en général, ils ne sont pas contents. Mais voilà, c'est un problème systémique, donc il faut qu'il soit traité de manière systémique. Ce n'est pas un outil, c'est le plan de montage qu'il faut trouver. Et le plan de montage, ce n'est pas juste il n'y a qu'un faucon près du carbone. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de réorganiser concrètement nos systèmes techniques vitaux. Merci pour votre réponse. Et du coup, peut-être pour conclure, sur une dernière question, c'est Maxime qui demande est-ce que vous savez à peu près à quel horizon nous aurons vidé nos stocks d'énergie fossile? Il y aura du pétrole encore, du charbon à la fin du siècle. Le problème, c'est qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Jacques Brel a chanté « Mourir, la belle affaire. Mourir, cela n'est rien. Mais vieillir, oh, vieillir. » Le problème, ce n'est pas le problème de la dernière goutte. Le problème, c'est le problème de la descente. Ce n'est pas le problème, c'est le problème du processus du sevrage. Est-ce que ce sevrage va être forcé, subi, ou est-ce qu'il va être anticipé?
Est-ce qu'on va sortir du pétrole un peu comme un toxicomane qui s'installe dans une clinique privée en Suisse, ou est-ce que ça va être une affaire à la cave menottée en attendant que ça se passe? Je plaisante pas, l'image peut vous paraître choquante. Malheureusement, elle est tout à fait vraie. La Syrie, et je ne prends pas cet exemple à la légère, la Syrie, dans les 10 années qui ont précédé la guerre civile, vous avez probablement une tempête parfaite écologique. Il y a une sécheresse dite centennale, au regard des standards du passé, qui a poussé une très grande population rurale à les s'entasser dans les faubourgs de villes qui sont aujourd'hui rasées parce qu'il n'y avait plus de flotte, il n'y avait plus d'eau. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une évolution à laquelle on s'attend pour cette région du globe. C'est ce que disent les modèles climatiques qui va se passer pour en fait, tout le sud du bassin méditerranéen et tout le Moyen-Orient. Moins de précipitations, plus de chaleur, plus d'évapotranspiration. Et puis, à nouveau, on en parle moins, la Syrie a été un producteur pétrolier important et sa production s'effondre pour des raisons géologiques au cours des années 2000. Et dans un petit bouquin là, que je vais publier dans quelques mois, je cite notamment des rapports du FMI qui, dès 2004, 2005, 2006, disent attention, le budget de Bachar el-Assad, c'est en très large part des pétrodollars, la production s'effondre, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe maintenant, ça a été, en particulier en 2008, l'arrêt des subventions sur les carburants. Ce qui a donné un doublement du prix de l'essence du jour au lendemain. Donc, vous voyez ce que ça a donné, les gilets jaunes, avec 10% d'accroissement au prix à la pompe. Hein. Bon. Donc, c'est les carburants, c'est pas juste pour les bagnoles, les camions. C'est aussi pour les pompes d'irrigation. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Je ne dis pas que c'est ce qu'il y a. Je dis évidemment pas que c'est. Il faut être très prudent quand on dit des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est ce qui explique la guerre civile. Je dis simplement que quand on appuie sur la carotide de quelqu'un, ou quand on le pousse, et là, à la fois avec la sécheresse et l'épuisement de la production pétrolière, donc vous retrouvez effectivement, Caride décile là, vous retrouvez effectivement problématique climatique et problématique d'épuisement pétrolier, eh bien, vous coincez une société dans un angle. Et en général, ce qui est vrai à l'échelle individuelle est vrai à l'échelle d'une société. Quand on pousse quelque chose dans ses retranchements, en général, voilà. Donc je dis pas encore une fois que c'est ce qui explique la guerre civile, je dis juste que vous avez il se trouve qu'il y a derrière ça un contexte. Voilà. Et vous retrouvez ce même contexte au Venezuela, dont la production s'est effondrée à partir de 2015 pour des raisons géologiques. Vous retrouvez la même chose au Yémen. Et malheureusement, je crains, en tout cas il y a ce risque, de se retrouver dans les mêmes causes produisant les mêmes effets, de se retrouver dans des situations comparables. En Algérie, j'en ai parlé. Au Nigeria, j'en ai parlé. Et également en Russie, puisque la Russie est un producteur également pétrolier très mature, qui est susceptible, et le pétrole étant les hydrocarbures de manière générale étant la source de la puissance, la source de la stabilité du régime Poutine, qu'est-ce qui peut bien se passer si la production de M. Poutine se met à décliner? Et encore une fois, c'est quelque chose qu'au Kremlin, on voit venir de très très loin. Il se trouve qu'aujourd'hui, les séides, les mercenaires de Poutine, contrôlent la Libye. Ça y est, là, c'est fait. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, la Libye, il y a beaucoup de pétrole aussi. Super. Merci pour vos réponses. Est-ce que vous avez le temps pour prendre une dernière question? Une dernière pour la route. Ok, super. Donc, je ne vais en pas fait, aller cette très loin, il faut question que je sorte juste de la chambre de ma fille. Attention, hein, je ne suis pas un adolescent attardé. Je suis dans la chambre de ma fille qui a à peu près votre âge. Très bon film. Et du coup, on a une question Si, je suis un concernant adolescent attardé, en fait. En vrai. Non, je déconne. On a une question concernant la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que c'est un bon exemple Ouais. de réinstauration du débat Oui, dans la politique? excellent exemple.
Dieu merci, quand on parle aux Français moyens, le Français moyen répond. Et au pays de Descartes, d'ailleurs, c'est pareil partout, hein, voilà, la Convention citoyenne, mais quelle bonne nouvelle, mais quelle bonne nouvelle. Vous posez des problèmes soi-disant incompréhensibles, techniques, etc. Vous faites bosser des gens, vous leur dites c'est l'histoire de vos enfants. Ben, les mecs, ils réfléchissent. Le problème, il n'est pas si compliqué que ça. Il est objectivable. Et la Convention citoyenne pour le climat, nous, on a beaucoup travaillé avec les conventionnaires. Enfin, un peu d'air frais, quoi. Alors, malheureusement, après, ces gens-là se font traiter de Amish, se font traiter d'ayatollahs. Bon, les politiques sont toujours en retard hein, sur la société. Les journalistes aussi. En gros, tous les gens qui sortent de Sciences Po, quoi. Oh. Rigole, oh là là. Super. Eh ben, écoutez, monsieur Ozano, On peut vraiment. s'améliorer, tout le monde peut s'améliorer. Et oui, Non, bah, mais dites à vos profs qu'il faut qu'il y ait du. Ne serait-ce que des notions, il faut comprendre le diagnostic. Donc il faut savoir ce que c'est. Si tu sors de Sciences Po et tu ne sais pas ce que c'est un watt, tu ne sais pas ce que c'est un joule, tu ne sais pas ce que c'est un watt-heure ou un terawatt-heure, tu ne sais pas. Enfin, je veux dire, c'est bien joli de se gargariser avec la transition énergétique. Il faut avoir des notions d'agronomie, il faut avoir des notions même d'électricité. Qu'est-ce que c'est le système électrique? Je n'ai pas eu le temps d'y venir, mais pourquoi pourquoi j'arrive à la conclusion qui est tout à fait, débattre, que le nucléaire, ben, c'est plutôt du côté de la solution par rapport aux alternatives techniques, encore une fois, qui sont disponibles. Ben, ça s'argumente, ça se conteste. Mais justement, voilà, le débat politique peut commencer à partir du moment où les opinions, a priori, ont commencé par se confronter à attends, moi je connais enfin, je travaille même avec beaucoup au sein du Shift et ailleurs avec des antinucléaires cartésiens, on se comprend. Une fois que tu as instruit en ton âme et conscience le fait que oui, éthiquement, moi c'est quelque chose que je respecte profondément, j'estime qu'il faut être anti-nucléaire, mais il faut accepter la suite du raisonnement, c'est de dire, ok, si tu veux boucler l'équation et que tu écartes le nucléaire, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Eh ben, la réponse, c'est qu'il faut vendre aux Français encore plus de sobriété et que c'est pas facile, quoi. C'est pas facile d'aller expliquer. C'est très facile sur un plateau de télé ou dans un PDF qu'on va mettre en ligne. Gagner les élections avec ça, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Donc, la solution, c'est pas de biaiser. Et pour l'instant, encore, chez Europe Écologie Les Verts, pour ne pas les nommer, ou à Greenpeace, on se paye un petit peu de mots. Ça progresse, mais il y a eu longtemps le fait de cette espèce de complaisance à se dire, puisque je suis du côté des gentils, j'ai le droit de raconter des salades puisqu'elles sont bio. Ben non, non. En sciences, c'est en physique, soit c'est vrai, soit c'est faux, soit on ne sait pas, il faut encore travailler. Voilà. Et ça doit être ça l'écologie politique. L'écologie politique doit être championne de la science, d'abord. Quelle que soit la forme de l'écologie politique, puisque l'écologie politique est à tout le monde, désormais. C'est une très bonne nouvelle. Il y aura une écologie politique de gauche, de droite, du milieu. Il y en aura une qui sera plus objective et qui aura plus raison que les autres. Et qui sera plus possible, davantage possible à mettre en œuvre. Mais il faut aller très très vite. Donc l'aggiornamento cartésien, il doit venir, mais là, mais tout de suite. J'ai peur que ça soit un peu dur. Mais j'ai peur qu'il faille encore que la société prenne 2-3 tartes dans la gueule de style gilet jaune avant de comprendre. C'est-à-dire, ah ouais, non, attends on n'a pas bien posé un problème bien posé est ce qu'on explique justement en faculté de sciences, c'est qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Il faut correctement poser le problème. C'est pas Yaka Faucon, c'est pas vrai. La complaisance avec laquelle beaucoup d'écolos ont glissé sur l'intermittence de la production éolienne et solaire est une tragédie intellectuelle. Vraiment une défaite intellectuelle, il n'y a pas d'autre mot. Il ne faut pas s'arrêter là. On peut très bien être... Il y a des raisons extrêmement légitimes d'être anti-nucléaire en France, mais il faut tenter de tirer les conséquences de ça.
Donc, il faut tous qu'on se transforme en Pierre Rabhi. Ça, c'est pas gagné. En tout cas, je vais en parler à ma voisine, je ne suis pas sûr qu'elle sera d'accord. Voilà. Oui. En attendant les Khmer verts. C'est sûr, c'est plus facile de mettre en place des éoliennes, bon, bien qu'il n'y en a pas encore non plus énormément, que d'incliner vers un changement de comportement pour les individus et la réduction, en fait, pas de notre mode de vie actuel. Ben, c'est un chemin thérapeutique. Quand vous arrêtez de fumer, par exemple, vous n'êtes pas juste qu'arrêter de fumer. Vous changez des choses dans votre mode de vie. C'est une globalité. Donc, il y a la production électrique, il y a les usages de l'énergie, et tout ça, ça doit aller ensemble, au bon rythme et de manière cohérente. Aujourd'hui, l'Allemagne sort d'une... J'y reviens, hein, pardon, parce que c'est pas parce que je suis obsédé par le nucléaire, mais parce que c'est un bon point de fixation du débat, puisque de toute façon, il vient se fixer là-dessus. L'Allemagne ne baisse pas beaucoup ses émissions de CO2. L'Allemagne émet, un Allemand émet toujours 3 tonnes de CO2 de plus qu'un Français par an. Bon, c'est pas que les Français sont meilleurs que les autres, c'est juste qu'on a un outil qui permet de faire des choses. Et on n'a pas plus, d'ailleurs, bouclé l'équation que les Allemands. Mais simplement, je donne cet exemple pour dire, voilà, il faut explorer le caractère heureusement largement objectivable du problème posé, quelles que soient les conclusions qu'on en tire. Mais il faut les explorer en cartésien. Et Et ça, c'est quelque chose que les politiques ont du mal à faire. Ils ont du mal à douter, nos amis politiques. C'est pas trop dans leur cœur de métier. Vous avez souvent vu un politique dire « Ah, mais non, mais j'avais pas compris. Non, je le savais pas. » C'est ça la révolution politique. C'est être capable de dire ça. De dire « Ah ouais, attends. » C'est justement un mec qui a laissé un grand souvenir. C'est un mec comme Michel Rocard. Michel Rocard était quelqu'un, justement, dont le père était un grand physicien et qui avait ça, qui avait cette capacité. Mais c'est voilà, c'est cette race-là de politique de politique, de manager, qu'il faut arriver à faire prospérer. Voilà. Eh ben, super. Merci beaucoup, Monsieur Ozano, pour votre intervention. Merci à vous, c'est un plaisir. C'était très intéressant. Et merci pour votre participation à Game Over. Mais Game Power, c'est pas over. On verra la fin de partie. Et pour, Non, pas pour longtemps. Justement, ouais, c'est la question, c'est game over avec un point d'interrogation pour poser la question. Et du coup, par la suite, on vous propose d'autres conférences tout le long de l'après-midi avec une table ronde avec Bertrand Séné et Fabrice Philippot, excusez-moi, sur le progrès technologique. Et ce soir, une conférence sur le géomimétisme avec Pierre Gilbert. Vous pouvez nous retrouver du coup sur Facebook avec le programme. Et ben, on vous souhaite une bonne journée à tous et toutes. Et encore merci, Monsieur Ozano. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.